Là, on est sur un sujet extrêmement clivant et difficile à aborder parce que c'est une personnalité qui est quand même au pouvoir depuis maintenant presque 25 ans, hein, presque un quart de siècle. Hein. Voilà, l'année prochaine, on va arriver au quart de siècle, hein, donc c'est quand même un règne très très long, hein, même comparé à beaucoup de souverains. En général, souvent, ils ne parvenaient pas à cette longévité. Donc ça marque forcément. Et dans un système qui se veut démocratique, ça étonne un peu. Parce qu'en général, dans les démocraties libérales, on fait 1, 2, voire 3 mandats, mais il y a un moment, on quitte le pouvoir. Et là, c'est pas le cas. Et donc, ça range a priori la Russie plutôt dans les systèmes autoritaires. Et maintenant, la question qui est souvent posée, c'est dans quelle mesure c'est une dictature et que donc Vladimir Poutine n'a plus aucune légitimité en interne, ou est-ce que c'est un régime certes autoritaire, mais qui se base sur une forme de popularité et un certain soutien de la population. Là, ce qu'on sait, hein, c'est que les organismes indépendants, notamment le centre Levada, qui est classé agent de l'étranger par les autorités. Et on sait qu'en Russie, agent de l'étranger, c'est pas bon, hein, parce que ça veut dire qu'on n'est pas bien vu par les autorités et qu'on dit pas tout à fait ce qu'il faudrait dire. Eh bien, même ce centre enregistre des taux de popularité de Vladimir Poutine autour de 70%. Donc, il y a une popularité du président russe. Réelle. Maintenant, c'est une popularité, et beaucoup de spécialistes disent, oui, mais attention, quand il n'y a pas quand le président russe et le pouvoir russe a fait en sorte je dirais, voilà, de ne pas permettre l'émergence d'autres figures, eh bien, et de combattre les figures alternatives, voilà, il n'y a en même temps pas trop de possibilités de se porter sur un autre personnage. Donc c'est une popularité qui est là, mais qui renvoie aussi à un système qui est construit autour de la personne de Vladimir Poutine. Alors, moi, on pourrait qualifier ce régime un peu de régime plébiscitaire, hein, qui renvoie à des régimes qu'on a pu connaître en France, notamment le Second Empire. C'est-à-dire, en fait, un pouvoir qui est autoritaire, mais qui cherche quand même, au travers de mécanismes qui ne sont pas forcément des élections au sens libéral classique du terme, et d'autres mécanismes à rechercher régulièrement une forme de soutien de la population. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime qui est dans une espèce d'attitude de se dire « moi j'ai ma politique et je l'impose sans tenir compte voilà, de l'opinion publique, etc. » Donc il y a en tout cas une volonté de la part de Vladimir Poutine et de son entourage d'emporter l'adhésion de la majorité des citoyens russes. Après, sur les moyens qui sont utilisés, ils sont des moyens qui ne sont pas forcément partagés par les démocraties libérales et qui sont fortement critiqués. Ce qu'il faudrait, à mon avis, dire aussi, c'est que souvent, dans cette analyse du régime russe et puis de Vladimir Poutine, il y a une trop forte personnalisation du débat. Enfin, voilà, on dit, c'est Vladimir Poutine, c'est la faute à Poutine. C'est le diable. Voilà, alors non seulement voilà, il est diabolisé, ce qui est un classique quand on a un adversaire, bon voilà, et d'ailleurs voilà, nos adversaires ne se gênent pas non plus pour voilà, éventuellement diaboliser les Occidentaux. Hein, les Iraniens parlent du grand Satan hein, pour les États-Unis, donc c'est un peu un classique. Mais au-delà de cet aspect, il y a le fait que, en gros, on résume la Russie à Vladimir Poutine et vice-versa. La Russie, c'est Vladimir Poutine et Poutine est la Russie. Alors, évidemment, a priori, pour un pays de 145 millions d'habitants, de 11 fuseaux horaires et d'une population extrêmement diverse, on comprend bien que c'est un raccourci qui est un peu gênant.
même si il faut reconnaître dans l'autre sens que c'est un pays qui concentre une partie très importante du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est que si on prenait un peu de recul, on s'apercevrait que c'est quand même un peu une constante en Russie. C'est-à-dire que la Russie des tsars, la Russie des premiers secrétaires du Parti communiste et la Russie post-soviétique est dans cette continuité. Et quel que soit le système, on voit, on se rappelle bien, alors certes il y a les figures de Staline, voilà, une figure du totalitarisme, mais une fois qu'on est sorti d'une forme de totalitarisme, parce que la Russie brejnevienne, une espèce de régime très autoritaire, mais ça devient moins totalitaire, je dirais, ou pas totalitaire, en tout cas comparé au stalinisme. On a tout de même cette concentration du pouvoir sur un individu. Alors, ça ne doit pas nous amener à être dans une espèce de déterminisme. De toute façon, la Russie sera toujours dans cette situation. Mais je pense qu'il faudrait peut-être sortir un peu de l'idée Poutine. Bon, bah, certes, Poutine, pour l'instant, c'est lui qui est là. Et voilà. Mais au-delà de ça, pourquoi quels sont les ressorts profonds qui font que la Russie a fait quand même des expériences de différentes natures, soviétique, démocratique. Dans les années 90, il y a eu cette tentative. Libérale, en tout cas, ouais. Voilà. Oui, mais avec l'idée de construire une démocratie russe, eh bien, on est revenu à cette situation. Et moi, ce que je trouve un peu gênant, c'est que souvent, c'est ramené, oui, mais c'est parce que c'est Vladimir Poutine, il vient du KGB, donc il est autoritaire, etc. Et si on le remplace par quelqu'un de sympathique, tout va changer. À mon avis, c'est un peu court comme explication. Il y a des ressorts plus profonds. Et ce qui sera intéressant à observer, qui va forcément venir dans les années qui viennent, et donc on commence à parler, y compris d'ailleurs, encore récemment, je voyais, il y a une question qui a été posée au porte-parole de Vladimir Poutine, qui est un très proche, qui est indéboulonnable par ailleurs, sur l'après, ce qui est une question ambivalente dans le système actuel. Bon, il a répondu, voilà, le successeur de Vladimir Poutine ressemblera à Vladimir Poutine, donc ce qui est une réponse ambivalente, parce que ça pouvait dire que c'est lui-même. Mais ce qui est important, c'est voilà, comment la Russie va gérer l'après Poutine, et comment ce régime va pouvoir continuer à créer une forme de légitimité voilà, vis-à-vis de la population. Et là, il y a deux thèses qui sont là. Il y a ceux qui disent c'est tellement centré sur Vladimir Poutine, et il a tellement construit un régime très particulier autour de sa personne, qu'une fois qu'il va disparaître, bah, tout ça, c'est comme un château de cartes, risque de s'effondrer. Et puis il y a ceux qui disent non, parce qu'en fait, l'unité des élites russes est suffisante pour assurer une succession voilà, qui va permettre de faire émerger une nouvelle figure. Et donc, bon, moi j'ai l'impression que je serais plutôt dans l'idée de la deuxième variante. Je n'exclus pas des turbulences internes, mais pour l'instant, d'ailleurs, on a pu observer au début de la guerre en Ukraine, certains disaient, ça y est, le régime, il va se fissurer, voire voilà, il va s'effondrer, ou en tout cas se fissurer fortement, parce que là, il ne va pas pouvoir surmonter ce choc des sanctions, de l'isolement, etc. Et pour l'instant, il a fait montre plutôt d'une grande capacité d'adaptation. Il semblait même que Poutine, à certains moments, était plutôt modéré dans ses réponses par rapport à d'autres de son entourage qui auraient voulu aller plus vite, plus fort dans la guerre. Oui, alors ça, c'est une thèse, en tout cas c'est une thèse en Russie, que Vladimir Poutine, contrairement à l'image qu'il a en Occident, ne serait, entre guillemets, plus modéré qu'une partie des élites russes. Alors, bon, il faut être méfiant avec cet aspect-là, parce que c'est aussi un jeu assez classique
qui n'est pas spécifique à la Russie, mais que Vladimir Poutine, je pense, joue assez bien, de faire émerger quelques figures qui ont des positions très dures pour dire, écoutez, regardez, finalement, vaut mieux me parler, vaut mieux discuter avec moi parce que je réfrène un peu les velléités très, très extrémistes ou très dures d'une partie des élites russes. Donc je pense que là, il y a un jeu assez, voilà, qui n'est pas spécifique à la Russie, mais qui est joué par Vladimir Poutine assez en conscience de cet aspect-là. Mais il ne faudrait pas non plus se dire que ça n'est qu'un jeu. Et il y a dans les élites russes des gens, effectivement, qui sont partisans d'une ligne encore plus dure vis-à-vis de l'Occident, et sur le dossier ukrainien y compris. En réalité, là, la crise, elle est très profonde, et on ne sait pas tellement quand il y aura au-delà des négociations. Hein, bon, ça, c'est d'une chose. Et encore, il va falloir y arriver à ces négociations. Pour l'instant, on l'a vu en Europe, les élites ne sont pas forcément très prêtes. Mais une fois que les négociations sont mises en œuvre, il y a une négociation, un règlement potentiel, mais la reprise d'une normalité dans la relation russo-européenne, ça, on ne sait pas trop quel sera l'avenir là-dessus. Eh bien, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura des interlocuteurs qui nous seront plus favorables après Vladimir Poutine ou pas? Et là, il n'y a pas d'affirmation pour l'instant dans un sens ou dans l'autre. Alors le dernier point que je voulais encore aborder avec vous concernant la société russe, c'est finalement le poids de l'Église orthodoxe, mais peut-être aussi de cette volonté de défendre des traditions ou d'être le garant finalement ou plutôt d'être en opposition à un Occident considéré comme décadent par rapport à certaines valeurs traditionnelles, le mariage, etc., la famille. Comment vous percevez ça? Quelle en est peut-être la réalité pour vous qui avez été sur place et étudié ces thématiques? Alors, effectivement, bon, ce qu'on a pu observer là depuis 10 ans à peu près, une dizaine d'années, qui était très très peu présent dans la première décennie de la présidence Poutine, qui n'était pas un libéral en termes de mœurs, mais ne s'était pas particulièrement exprimé fortement sur cette défense des valeurs traditionnelles, comme il l'a fait dans la dernière décennie. Donc il y a soit une évolution personnelle de Vladimir Poutine, soit le fait qu'il a perçu que ça pouvait être porteur dans la consolidation de son pouvoir, soit aussi plus... parce que le président russe est aussi le reflet des évolutions plus lourdes des élites russes, des évolutions qui vont dans ce sens. Moi, je vois, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau un peu à l'échelle historique. Il ne faut pas oublier que la Russie soviétique a été l'un des premiers pays au monde à mettre en place des expériences sociétales assez radicales. Hein. Par exemple, dès les années 20, l'institution de mariage a été remise en cause de manière radicale en Union soviétique. Hein, on pouvait, depuis les années 20, et d'ailleurs jusqu'à présent, ça c'est à peu près resté vrai jusqu'à présent, par exemple, divorcer, c'est une affaire de enfin voilà, ça se fait de manière très très simple. Et le divorce, c'est quelque chose qui a été, par exemple, acté très tôt, mais de manière généralisée et favorisé d'une certaine façon par les autorités. En Occident, on a attendu quand même plusieurs décennies avant que ça rentre dans les mœurs, et même d'un niveau, en termes de procédure légale, en France, ça serait plus difficile de divorcer en France à l'heure actuelle qu'en Russie, par exemple. Donc, et c'est pas le seul domaine, sur l'avortement, sur la libération de la femme. Alors, après, on peut revenir sur le fait qu'il y avait un discours officiel, des réalités un peu différentes dans la société. Mais tout ça, ça a été fait de manière
assez tôt et de manière parfois assez radicale. Et d'une certaine façon, à l'heure actuelle, la Russie est dans une phase de dire on a peut-être été trop loin. Et pourquoi il y a cette idée qui peut être tout à fait critiquable, mais je pense qu'elle s'explique aussi par la problématique démographique. Et c'est parce qu'il y a le sentiment, qui n'est pas totalement faux, d'un déclin démographique, et que l'analyse qui en est faite, c'est que ce serait en partie lié justement à ces approches qui ont été les approches soviétiques et qui sont maintenant les approches plutôt libérales, des démocraties libérales, d'une remise en cause des structures traditionnelles. Et donc on veut revenir à une protection de ces structures traditionnelles, du mariage, etc., qui permettrait, dans l'idée des autorités russes, de faire revenir la natalité, etc., etc. Ça renvoie aussi effectivement à l'influence de l'Église orthodoxe, qui a eu, je dirais, une renaissance, qui a connu une renaissance à la fin des années 80, dans les années 90 très fortement, dans les années 2000. À l'heure actuelle, elle est un peu ambiguë parce qu'il y a une forme de plateau, je dirais, c'est-à-dire il y a une espèce d'enthousiasme post-soviétique qui, là encore, c'est un petit peu comme c'était interdit. Tout ce qui est un peu interdit devient intéressant, si je puis dire. Et donc il y a une espèce de renouveau religieux qui est en partie lié à on veut. Et puis il y avait un aspect aussi identitaire, revenir aux racines pré-révolutionnaires. Donc l'Église la Sainte Russie. Voilà, Sainte Russie. On veut revoir ce que c'est, et donc qui est réel, avec par exemple un développement du monachisme orthodoxe assez étonnant, multiplication des monastères, etc. Oui, ce qui n'est pas le cas en Occident pour le coup. Pardon, oui, exactement. La reconstruction d'édifices religieux sur toute la Russie et au-delà d'ailleurs, parce que c'est un phénomène qui est commun avec les autres républiques post-soviétiques, et un retour à l'église d'une partie de la population, mais en termes de fréquentation des églises, on ne fréquente pas tellement plus les églises en Russie qu'en Occident. Un peu plus peut-être, mais surtout beaucoup plus dans les grandes fêtes, en fait. Mais le russe moyen, il va. La différence peut-être, c'est que il y a plutôt une image globalement positive de l'Église, beaucoup plus en Russie à l'heure actuelle qu'en Occident. Mais sur l'aspect, disons, laïque de la société, elle est très largement laïcisée, elle le reste. Donc, il y a un discours, il y a une législation qui s'est durcie, par exemple, sur les droits des LGBT, mais la réalité de la société russe est nettement plus complexe. Les lieux de socialisation des homosexuels, la présence dans l'espace public, par exemple dans le show business russe depuis très longtemps, de personnes qui sont de notoriété publique homosexuelles, ne pose problème à personne, tout le monde le sait, et ce sont des vedettes extrêmement appréciées, et voilà, ils ne sont pas ostracisés pour cet aspect-là. Et vous avez des clubs, vous avez des... Voilà. Donc, voilà, il y a une législation qui s'est durcie, une volonté explicite d'ostracisation, qu'il ne faut pas nier, mais et une société russe qui est beaucoup plus finalement tolérante que l'image qu'on en a potentiellement à l'étranger du fait de cette législation. Et d'ailleurs, si on prend d'autres facteurs, par exemple l'avortement, la Russie reste un pays où l'avortement est à un niveau très élevé. Donc c'est pas une société très traditionnelle de ce point de vue-là. Je parlais du divorce, il y a des taux de divorce très élevés aussi en Russie. Donc il y a le pouvoir qui met en avant cette question des valeurs traditionnelles, qui, je pense, est soutenue par la population dans l'ensemble, avec des nuances, ça dépend des thèmes, mais sans que forcément ça révèle une société extrêmement conservatrice, etc. On est plus, je dirais, dans une espèce de réaction à la fois une histoire et peut-être à l'Occident aussi,
que dans une évolution très radicale de cette société, qui d'ailleurs n'est pas la seule. On voit par exemple que la Géorgie voisine, qui pourtant, dont la société, enfin en tout cas dont l'opinion publique est assez remontée contre la Russie pour des raisons de géopolitique, eh bien récemment a mis en place des législations d'un même type, avec une église orthodoxe très forte aussi, mais qui est une église nationale, qui n'est pas du tout une église russe. Et puis on sait qu'en Europe, en Union européenne aussi, hein, on a la Hongrie, la Pologne, qui ont voilà, des évolutions tout à fait semblables. Donc il n'y a pas non plus une originalité aussi forte que cela, et des grands paradoxes, hein, c'est-à-dire voilà, une espèce de discours et de législation de défense des valeurs traditionnelles, une société russe qui est très largement laïque et voilà, qui vit dans des critères qui sont quand même assez ressemblants aux nôtres en fait.